Face à un contexte de multiplication des interpellations sociales adressées à l'élevage, le pôle de recherche appliquée en production porcine de la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne, dont je fais partie, a souhaité travailler sur cette question. En effet, malgré de nombreuses évolutions des pratiques, la production porcine incarne encore souvent, pour l'opinion publique, pour les médias, les inconvénients associés aux productions animales. L'impact, notamment environnemental, les nuisances, surtout olfactives, et le mode d'élevage des animaux sont souvent évoqués. Nous avons donc choisi d'aborder cette question au travers de la question de la perception sociale, au travers de l'analyse de cas de conflits locaux liés à des projets d'élevage porcin. Pour ce travail, nous nous sommes appuyés sur la collaboration avec des sociologues, d'une part parce qu'il nous semblait essentiel de bénéficier de leurs compétences, et d'autre part parce qu'il nous semblait aussi utile qu'ils nous aident à avoir un regard distancié sur ce sujet éminemment sensible. À partir de ce travail, l'objectif était de pouvoir élaborer des préconisations à l'attention des porteurs de projets pour les aider à éviter la survenue d'un conflit. Et il me semble qu'au-delà du cadre strict de la production porcine, ces préconisations peuvent peut-être intéresser d'autres porteurs de projets dans d'autres productions. Juste quelques éléments de méthodo pour vous expliquer comment on a procédé. D'abord, nous avons conduit une première étape au travers de laquelle nous avons rencontré 14 éleveurs porteurs de projets et 7 techniciens en charge de leur accompagnement. Mais cette première étape reposait uniquement sur le point de vue d'acteurs de la filière porcine. Nous avons ensuite mené une pré-enquête pour identifier les personnes que nous voulions rencontrer. Pour ça, nous avons repris des documents issus des enquêtes publiques et une centaine d'articles de la presse quotidienne régionale. Et nous avons à partir de là choisi de rencontrer des gens résidant localement, plutôt que des représentants d'associations par exemple, et des gens concentrant beaucoup d'informations sur les conflits, donc pas simplement un riverain qui serait venu signer une fois le registre d'enquête. En termes de résultats, ceux-ci nous ont tout d'abord éclairés sur les conséquences du conflit. Et il s'avère, et il faut toujours le rappeler, que pour les éleveurs et également leurs proches, le conflit est toujours une épreuve morale. Épreuve morale d'abord en raison du stress professionnel lié à ce conflit, par crainte qu'un projet nécessaire à l'évolution des exploitations ne puisse se réaliser. Et effectivement, sur les 4 conflits que nous avons analysés, vous le voyez sur le petit diagramme, si certains ont pu se réaliser sans problème, au moment où nous avons réalisé l'analyse, 2 étaient concrétisés, 2 projets étaient concrétisés, mais étaient encore sous la menace d'une annulation, et 3 avaient été abandonnés par les éleveurs. L'épreuve correspond aussi au fait que le conflit entraîne un sentiment de honte et de culpabilité, parce qu'il y a remise en cause, parfois de manière publique, de l'attitude personnelle ou des pratiques professionnelles. Et un éleveur me disait ainsi, longtemps après les faits, « Moralement, c'est difficile d'être pris pour des menteurs, des pestiférés, des pollueurs. J'en ai encore la chair de poule, pour moi ça a été très difficile. » L'épreuve correspond aussi au fait que le cadre professionnel et personnel sont imbriqués, ce qui fait que les attaques peuvent concerner bien sûr l'éleveur, mais aussi ses proches. Un éleveur me disait ainsi, « Moi ça a été, mais j'ai eu pitié pour ma femme et ma fille, elles en ont bavé comme c'est pas possible. » En plus, ces critiques peuvent émaner de personnes considérées proches, il y a alors un vrai sentiment de trahison. Il faut souligner que pour les autres acteurs, les témoins, mais aussi les opposants, le conflit peut aussi constituer un stress, mais que l'impact émotionnel est plus variable que ce qu'on observe pour les éleveurs. Il dépend notamment de la proximité entre les acteurs. Plus la proximité personnelle, géographique est forte, plus l'impact moral sera important. Mais globalement, pour les autres acteurs, opposants, témoins, l'impact émotionnel est plus externe à la vie privée et de plus court terme que ce que l'on voit pour les éleveurs. Les résultats nous éclairent aussi sur les déterminants du conflit. Et ce qu'il ressort, c'est que pour tous les conflits que nous avons observés, il n'y a pas eu de questionnement préalable de l'éleveur, en amont du conflit, sur la perception que les autres acteurs ont de son projet. Perception en termes de bien fondé. Évidemment, l'éleveur, ses partenaires, ils ont réfléchi au projet qui correspond à des objectifs clairs, nets, précis. Pérenniser l'entreprise, par exemple. Apporter une solution à des problèmes généraux, par exemple de résorption d'effluents, ou problèmes locaux, réduction des nuisances, comme cet éleveur qui me disait « On quittait un bourg pour s'installer en pleine campagne, on ne pensait pas que ça poserait tant de problèmes. » Dans ce cas-là, il y a encore moins de questionnements, tout comme lorsqu'il s'agit d'un projet de dimension très modeste ou en production alternative, nous avons eu des cas de conflit sur des petits projets d'agriculture biologique. Il n'y a pas plus de questionnement sur la légitimité du projet, toujours du point de vue des tiers, parce que pour les éleveurs, celle-ci repose sur la conformité juridique du projet, qui devrait, selon eux, les prémunir de tout risque de survenue de conflit. Le dossier était fait dans les règles, on n'allait pas envoyer un courrier à chaque habitant, me disait un éleveur. Tout ça est vrai, tout ça se défend, mais ça ne répond pas à la question « oui, mais que pensent les autres du projet ?»
En raison de cette absence de questionnement, il s'avère que dans la plupart des cas, il n'y a pas eu d'anticipation de la part de l'éleveur pour tenter de prévenir la survenue d'un conflit. Le manque d'anticipation s'explique aussi par les difficultés à communiquer, notamment par peur de ne pas trouver le bon terme, d'être dans un jargon trop technique, par crainte des réactions aussi, par peur d'être jugé. Ce manque de communication, d'anticipation, correspond aussi au fait que parfois les liens sociaux se sont perdus, notamment lorsque la population locale a beaucoup évolué. Un éleveur déplorait ainsi, certains nouveaux venus ici ont un comportement de citadin. Traditionnellement, ici, on se dit bonjour, on discute, mais ces gens-là, c'est toujours ces gens-là dans ce cas-là, ils ne savent pas faire ça. Ça correspond aussi au fait que les enquêtes précédentes, chez l'éleveur, chez ses voisins, s'étaient bien passées. Donc il n'y avait pas de raison que ça se passe différemment cette fois-là. Et également, parce qu'il n'y avait pas de problème de voisinage détecté, un éleveur me disait « Je pensais que tout allait bien dans le meilleur des mondes, je suis tombé des nues. Il y avait eu des coups de fil pour des futilités, mais qui traduisaient en fait un vrai mal-être. Je n'avais pas senti ça, des voisins avec qui je m'arrangeais bien. Honnêtement, ça a été une sacrée baffe. » Le conflit est vraiment révélateur de ça. Alors, quand le conflit surgit, c'est un vrai effet de surprise, mais il faut noter que l'effet de surprise, il est partagé parce que les voisins, les opposants, ils disent souvent « mais ce projet, il nous est tombé dessus, comme le ciel peut tomber sur la tête ». Au-delà de l'attitude de l'éleveur, l'analyse des conflits nous a permis de mettre en évidence 4 déterminants majeurs qui permettent d'expliquer la survenue d'un conflit. Tout d'abord, et c'est le plus fréquent, c'est le contexte social, le contexte socio-géographique un peu particulier, notamment lorsqu'il y a eu évolution de la population, zone littorale, zone périurbaine. Dans ce cas-là, on a des oppositions très locales et très fortes. Autre déterminant, le contexte environnemental sensible, typiquement le bassin algues vertes, la zone de captage. Dans ce cas-là, la population locale peut ou pas soutenir le projet, mais il y a une extension géographique avec implication d'associations et on a des conflits d'intensité très fortes. Assez paradoxalement, la nature du projet, la taille du projet joue peu. Nous avons observé ce déterminant-là pour 2 projets seulement. Et en fait, c'est lorsque la taille est effectivement très emblématique, très importante, ou quand il s'agit vraiment d'un procédé tout à fait innovant, voilà, on peut avoir ce type de déterminant. Assez fréquemment également, la présence d'acteurs emblématiques dans le territoire du projet peut jouer un rôle. Alors l'acteur emblématique, c'est qui ? C'est l'éleveur qui est associé à un syndicat agricole, à un mouvement politique qui est emblématique d'une forme d'agriculture, ou un militant environnemental qui résiderait sur la commune. Ce déterminant est fréquent, mais peut jouer un rôle plus ou moins important. Au-delà de ces 4 déterminants, en toile de fond, la densité porcine joue un rôle plutôt préventif. Plus la production porcine est importante, mieux elle semble acceptée par la population locale. Également, en toile de fond, ce sont les relations de voisinage dans leur ensemble qui jouent un rôle essentiel dans la survenue des conflits, avec le poids des attitudes individuelles ou collectives, personnelles ou professionnelles. Et là encore, plus la proximité entre les acteurs est importante, plus effectivement la survenue d'un conflit sera tributaire de ces comportements. Les déterminants, et notamment l'analyse croisée des discours, nous a permis de mettre en évidence des incompréhensions, et celles-ci portent notamment sur les stratégies mises en œuvre par chacun des camps. Je vais vous présenter ces stratégies dans la première colonne du tableau. Dans la deuxième colonne figurent les motivations qui ont choisi chacun des camps à opter pour telle ou telle stratégie, et dans la troisième, la manière dont ces stratégies sont perçues par la partie adverse. En ce qui concerne les éleveurs, même si ça peut varier au fil du temps, globalement, ou selon les cas, globalement, on a plutôt une stratégie de confinement de la controverse, c'est-à-dire de discrétion. Ça s'explique par un certain sens de la prudence, vivons heureux, vivons cachés, mais aussi parfois par une certaine vision élitaire. Ils ne font même pas la différence entre une truie et un charcutier. Il n'y a rien à discuter avec eux, me disait un éleveur. Voilà, c'est des gens qui ne connaissent rien, ce n'est pas la peine de parler avec eux. Dans le meilleur des cas, cette stratégie est perçue comme impolie par les opposants, et puis, plus souvent, elle est perçue comme malhonnête. S'ils ne communiquent pas, c'est qu'ils ont quelque chose à cacher. Alors les opposants, eux, ils vont plutôt opter pour une stratégie de publicisation, ils vont chercher à se faire entendre. Ils justifient ce mode d'action par un sentiment d'injustice, parce que selon eux, les enquêtes publiques, c'est un avis consultatif, c'est tout. Moi j'ai été élu, on donne un avis, oui, non, mais en fait, ça n'a pas d'importance. Alors, les éleveurs disent souvent que c'est ridicule, voire mensonger. Ce qu'ils cherchent, c'est se faire connaître. Ils aiment le trouble, ils jouent sur la peur. Les opposants vont aussi jouer sur la recherche de failles juridiques, parce que, selon eux, la justice n'est pas là pour juger le fond. Du coup, un certain nombre de militants sont devenus experts des failles des dossiers. C'est terrible, parce que ça crée beaucoup d'incompréhension, et puis c'est pas une partie de plaisir que de faire ça, disent-ils, alors que de leur côté, les éleveurs pensent qu'ils n'ont que ça à faire, ce sont des retraités, ils ont tout le temps.
Les incompréhensions, elles portent aussi sur les motivations et les arguments des opposants, tels qu'elles sont perçues par chacun des camps. En ce qui concerne les éleveurs, quand ils parlent des opposants, ils disent qu'il s'agit d'une notion de conflit de voisinage, lié à l'usage partagé du territoire rural. Et donc, ils mettent en avant la notion d'effet NIMBY. NIMBY est l'acronyme pour Not in my backyard, pas dans mon jardin. En d'autres termes, je veux bien des porcheries, mais pas chez moi. Mais les éleveurs soulignent que derrière sa défense d'intérêt personnel, en fait, les opposants vont se retrancher derrière des arguments généraux, notamment de défense de l'environnement. Lorsqu'on interroge les opposants, évidemment, ils ne sont pas du tout d'accord avec ça. Eux, ils estiment qu'ils s'inscrivent dans une controverse socio-technique, c'est-à-dire dans la critique d'un modèle d'élevage et de ses impacts. Ils estiment donc qu'ils s'inscrivent dans une action citoyenne et non pas dans la défense d'intérêts personnels. Et s'ils mettent effectivement très souvent en avant des arguments généraux, ils mettent aussi en avant, en tout cas les gens que nous avons rencontrés, des points très précis sur les dossiers, notamment sur l'épandage et sur les volumes de stockage des effluents, prouvant ainsi qu'ils ont une connaissance très fine du dossier. Ceci dit, c'est à nuancer probablement par le fait que nous avons rencontré des personnes ressources qui concentrent beaucoup d'informations, qui se sont très intéressées au dossier. Le syndrome NIMBY, la défense d'intérêt personnel. Si la survenue d'un conflit commence toujours effectivement par la défense d'intérêt personnel au niveau local, ça ne suffit pas à expliquer l'évolution d'une tension vers un conflit. D'autres paramètres interviennent ensuite. L'absence de connaissances. Du fait de l'intérêt qu'elle porte au sujet, tous les opposants que nous avons rencontrés ont des connaissances sur la production porcine. Connaissances certes d'origine, de niveau, de précision, de pertinence variée, mais connaissances néanmoins. Et mieux vaut prendre en compte ces connaissances parce qu'elles contribuent à expliquer la vision que ces acteurs ont de la filière porcine. Mieux vaut les prendre en compte plutôt que les nier, de manière à pouvoir en débattre, d'autant plus que le conflit est toujours l'occasion pour ces autres acteurs d'accroître leurs connaissances. Et si le porteur de projet ne constitue pas la source d'information, ils vont en trouver d'autres, en général peu favorables au projet. L'incompréhension, elle porte aussi sur les règles et l'objectif de l'enquête publique. Il y a différents dispositifs pour consulter le public, avec un degré d'implication des citoyens, depuis de la simple communication jusqu'à de la négociation. Les éleveurs, pour leur part, sont en général plutôt dans une stratégie de communication, et je serais tentée de dire, dans le meilleur des cas, ils sont dans une stratégie de communication, c'est-à-dire comment présenter mon projet pour convaincre le plus grand nombre. Et souvent, cette stratégie intervient tardivement, une fois que le conflit est déjà démarré. Les élus, eux, aimeraient qu'il y ait une consultation du public. Les opposants, eux, voudraient qu'il y ait concertation, voire négociation, de manière à parvenir à un projet adopté, accepté par tous. Si on se réfère à la définition du Code de l'environnement, l'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public, ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers. Parce qu'elle cherche à mobiliser le public, l'enquête publique s'apparente donc à une démarche de concertation. Or, on l'a vu, les porteurs de projets sont plutôt dans une stratégie de communication uniquement, voire dans pas de communication. Pourtant, favoriser une concertation permettrait l'instauration d'un dialogue constructif. Pourquoi ? D'abord parce que ça correspond aux règles de l'enquête publique, donc telle qu'elle peut, telle qu'elle doit être mise en œuvre par chacun. Ensuite, parce que du fait de l'évolution du rapport entre science et société, les experts, ceux qui ont la maîtrise technique, disqualifiaient autrefois les profanes, ceux qui justement n'ont pas la maîtrise technique. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Les profanes peuvent imposer leur point de vue via différentes actions, différentes mobilisations, différents espaces de débat. Qu'on soit d'accord avec ça ou pas, c'est comme ça. Et il y a suffisamment d'exemples dans l'actualité pour l'illustrer. On est obligé de faire avec. Ensuite, parce qu'avant de vouloir convaincre, établir un dialogue peut être un objectif en soi. D'abord, c'est une première étape vers la compréhension du projet par les tiers. Si on ne se parle pas, on a du mal à se comprendre. Conséquences négatives du conflit sur le projet, mais conséquences aussi négatives sociales. Je vous donne ici 2 citations d'un porteur de projet et d'un opposant suite aux rencontres organisées par l'éleveur. L'opposant, une militante environnementale, me disant « Les éleveurs, ils ne m'ont pas convaincu de l'intérêt de ce modèle-là sur le long terme, mais ça m'a apporté plus de tolérance parce que ces gens-là, ils étaient sympas, tout simplement. » L'éleveur me disant, au sujet de cette militante écolo, c'est quelqu'un de bien, avec qui on peut discuter. Et pour l'anecdote, cette militante écologiste qui était membre du conseil municipal, qui pensait voter contre le projet au départ, finalement ne l'a pas fait. Alors comment faire ? Évidemment, tous les acteurs locaux peuvent être à l'initiative de démarches pour faciliter, pour favoriser la concertation. En ce qui concerne les éleveurs et les porteurs de projets, il convient tout d'abord de ne pas limiter l'information aux acteurs du monde agricole,
comme c'est souvent le cas. J'en ai parlé à mon technicien, j'en ai parlé au centre de gestion. C'est formidable, mais ce n'est pas ça qui permet d'établir le dialogue. Il ne faut pas non plus limiter l'information vis-à-vis des élus, le conseil municipal, même si c'est essentiel, ça ne suffit pas. Il faut établir le contact avec les riverains, parce que ceux-ci estiment souvent qu'ils sont les plus impactés par le projet, et que donc ils devraient être à minima au moins autant informés que les autres. Ensuite, ne pas refuser les sollicitations des tiers, des médias. C'est souvent très difficile, par peur des réactions, par peur de se faire manipuler, mais c'est essentiel de manière à rester la source d'information sur le projet, de manière à ce que le projet ne soit pas expliqué par d'autres, comme c'est souvent le cas. Enfin, la réunion publique est souvent présentée comme un dispositif de concertation courant, et c'est souvent ça qui est demandé par les opposants. En général, ça tourne surtout à la foire d'empoigne et ça permet rarement l'instauration d'un débat constructif. Il nous semble que d'autres dispositifs plus ciblés sont plus à même, justement, de permettre l'établissement d'un dialogue. Dispositif ciblé en termes de public, la réunion avec invitation, ou la visite technique. Un opposant me disait ainsi « On a vraiment été très bien accueillis, avec un souci d'apport technique pour qu'on comprenne comment ça fonctionnait. C'était une très bonne initiative. » Et ces dispositifs, ils permettent de sortir du clivage entre publicisation et confinement, en termes de stratégie, et également de l'opposition entre la notion de controverse technique et de conflit d'usage. Alors, en conclusion, l'analyse croisée des discours nous a permis de mieux comprendre les enjeux et déterminants des conflits. Cette analyse souligne notamment que les conflits sont liés à des expériences personnelles diverses qui conduisent à des représentations variées de la production porcine et de ses impacts. Et que ces représentations sont aussi le fruit d'événements passés que ni les changements de pratiques ni les volontés d'intégration des attentes sociales n'ont suffi à faire passer dans le domaine de l'histoire. Tout ça, ça a laissé des traces et ça contribue à expliquer les visions actuelles de la production porcine. Les résultats soulignent aussi que les conflits ne peuvent pas être résumés à une opposition entre néo-ruraux et agriculteurs. Quand certains verraient dans l'espace rural juste un espace de production et que d'autres y verraient juste un espace de résidence. En fait, ce sont deux visions d'agriculture, sinon plus, qui s'opposent avec, et il faut le souligner, des débats parfois très politisés et parfois des agriculteurs dans chacun des cas. Les résultats soulignent aussi que les conflits sont cristallisés par des enquêtes publiques dont les règles et les objectifs ne sont pas toujours soit acceptés, soit compris, et qu'à ce titre, ces conflits, des symptômes de la transformation du mode de décision et d'action publique, tout autant que des symptômes de l'évolution de l'espace rural. Il me semble que la concertation pourrait, en favorisant l'établissement d'un dialogue, permettre vraiment un progrès social et technique. Même si effectivement il y a des contextes où c'est plus difficile, même s'il y a des interlocuteurs avec qui c'est sans doute très difficile, je ne voudrais pas passer pour naïve, je sais qu'effectivement ça existe. Néanmoins, je pense que ça peut constituer un progrès. Pourquoi ? Parce que ça permet une meilleure compréhension des projets des agriculteurs et des besoins d'évolution des exploitations aujourd'hui. Et Dieu sait que les systèmes d'exploitation porcine ont besoin aujourd'hui de restructuration. Et ça permettrait donc un progrès technique et ça permettrait aussi un progrès social parce que ce dialogue pourrait permettre enfin un changement de paradigme en ce qui concerne la vision sociale de la production porcine française. Je vous remercie pour votre attention. Merci à vous, Marie-Laurence Granec.